Bonjour, bienvenue au musée des Arts et Métiers. C'est un musée où il y a les plus beaux objets scientifiques de France. Regardez là, vous avez le premier avion au monde. Et aujourd'hui, je vous propose une visite un peu étrange où je vais vous montrer mes objets favoris, mes coups de cœur du musée. Et ça va me permettre, au passage, de vous proposer mon histoire des sciences. C'est un peu prétentieux, mais je vais essayer de vous montrer comment est-ce que la physique et les progrès scientifiques se sont entremêlés au cours des âges et pas toujours de la façon qu'on imagine. Allez, en route, venez voir. Alors le problème avec un musée du patrimoine, c'est que évidemment les objets sont hyper précieux, ils sont derrière des vitrines, on ne peut pas y accéder. Donc on s'est dit qu'on allait trouver une solution avec le design. Je vous présente Marine, qui est une designeuse. Bonjour. Et Marine a travaillé avec nous pendant quelques mois pour inventer des dispositifs pour vous montrer ce qu'on n'est pas capable de voir juste avec les vitrines. Alors on est ici dans l'aile de la collection des instruments scientifiques, ça tombe bien. Et normalement, quand on commence des visites ici, on commence par cette vitrine et en particulier cet objet-là, la longue vue de Galilée. C'est vraiment l'objet emblématique de l'histoire de la physique. C'est là où est née la physique quand Galilée pointe une longue vue vers l'univers et voit les satellites de Jupiter. Mais en fait, cette histoire, elle est un peu trompeuse. On croit que les physiciens, ils observent la nature pour la comprendre. En réalité, très vite, la nature, c'est une galère. Et donc, très vite, les scientifiques, à commencer par Galilée, se sont dit « on va arrêter d'observer la nature, on va se la fabriquer nous-mêmes, on va dompter le réel, le ramener en laboratoire. » Et donc, la vraie naissance de la science moderne, c'est le laboratoire. Et je vais vous emmener dans un de mes laboratoires préférés. Venez. Alors bienvenue chez l'abbé Nollet. Vous avez tous les instruments qu'il utilisait à l'époque pour faire des démonstrations scientifiques devant le grand public. Et ces instruments justement, c'est eux qui apparaissent depuis l'époque Galilée et qui vont permettre aux physiciens de créer leur propre réel bien domestiqué en laboratoire. Et l'objet peut-être le plus emblématique de cette démarche-là, il est là. C'est une pompe à vide. Regardez, vous avez le pied ici, vous appuyez pour pomper et ça va faire le vide sous la cloche. Et en faisant ça, les physiciens contrôlent le réel. Ils créent même une situation artificielle qui n'existe pas sur Terre pour voir ce qui se passe quand on enlève l'air. Alors ça datait d'Angleterre 100 ans avant avec Boyle et Hooke notamment. Mais l'abbé Nollet, il va transformer ça en démonstration grand public. Il va s'amuser à mettre plein de trucs sous sa pompe et je vous propose de le faire en direct. Donc on a ici la pompe à vide de l'abbé Nollet. Et la première expérience que faisait l'abbé Nollet en général, c'est de mettre une bougie. Voilà une magnifique bougie, on la met dans la pompe, on l'allume. Et puis ensuite, on fait le vide. Et ce qu'on voit, c'est que la bougie s'éteint. Et ça montre en fait que la combustion a besoin d'air pour fonctionner. Et alors la deuxième expérience que faisait l'abbé Nollet, c'était avec un réveil. Bon alors là, on vous a mis un réveil un peu plus contemporain, mais il mettait un objet avec une cloche qui faisait du bruit. Et donc il lançait son objet, ça faisait du bruit. Vous entendez, hein? Et ensuite, il faisait le vide. Et on n'entend plus rien. Le son ne se propage pas dans le vide. Et c'est ces expériences qui ont permis de comprendre ce que c'était que le son. Le son, en fait, c'est des vibrations de l'air. Et quand vous enlevez l'air, vous enlevez le son. Dans l'espace, par exemple, on n'entend rien. Et alors, troisième expérience que faisait l'abbé Nollet quand le public était un peu chaud, c'était un aimant. Donc on prenait un aimant pour à nouveau voir l'effet du vide sur le magnétisme. Donc là, vous avez un aimant qui va coller à n'importe quel objet magnétique. Là, par exemple, derrière, il y a un gros aimant. Ça colle. Et donc là encore, on faisait le vide. Et ce qu'on observe, c'est que ça colle toujours. Ça colle encore. Le magnétisme ne disparaît pas quand on fait le vide. Les champs électromagnétiques survivent au vide. Le vide ne détruit pas le magnétisme. Et ça, maintenant, on le comprend bien parce que le magnétisme, les champs électromagnétiques, c'est un peu comme la lumière. Et la lumière ne disparaît pas quand on fait le vide. On voit toujours derrière la pompe. Et à ce moment-là, en général, l'abbé Nollet finissait avec une apothéose, l'expérience la plus marquante pour le public. Un pigeon. Bon alors c'était un peu sadique, faut le reconnaître. Donc il y avait le pigeon sous la cloche, on demandait aux enfants de se taire et on faisait le vide. Et oui, vous vous en doutiez, le pigeon meurt sous la cloche et ça démontre soudain que on a besoin d'air pour vivre. Alors l'abbé Nollet, il était un peu au top des expériences de l'époque, il avait notamment aussi des expériences électriques. Si vous voyez cette petite bouteille-là, la bouteille de Leyde, c'est une sorte de condensateur électrique, on va la charger en électricité et on pourra ensuite la décharger quand on veut. Et alors là, il faisait un truc incroyable, il allait dans la galerie des glaces auprès du roi Louis XV, il demandait à une 60aine de personnes de se tenir par les mains et il balançait avec cette bouteille de Leyde de l'électricité à la première personne. Et on voyait à ce moment-là les 60 personnes instantanément toutes électrocutées, un petit peu seulement. Et ça faisait beaucoup rire le roi.
Et alors vous voyez, c'est pas seulement du cirque. On a déjà à cette époque-là tous les ingrédients qui font la science moderne. On a des expériences bien contrôlées, on peut les montrer en public, on peut les raconter dans des articles scientifiques ou dans des livres, se les partager, et on a des lieux pour en discuter, les académies scientifiques. Et depuis cette époque, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui va fondamentalement changer, c'est que tout ça va se professionnaliser. Les instruments vont devenir de plus en plus précis pour faire des mesures quantitatives. Et avec ça, on va être soudain capable de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant avec Antoine Lavoisier. Venez. Bienvenue dans le laboratoire de Antoine Lavoisier. On est en 1785 et vous voyez que là, clairement, on n'est plus dans un salon. On a des vrais outils de professionnels qui ont été construits d'ailleurs par les artisans les meilleurs de l'époque, notamment Monsieur Fortin. Et Lavoisier va proposer au public parisien une expérience incroyable. Il va proposer de fabriquer de l'eau. À l'époque, on hésitait beaucoup, on pensait que l'eau, c'était peut-être un élément fondamental. Et Lavoisier dit, pas du tout, je vais vous le fabriquer à partir de gaz. Il va utiliser les techniques de l'époque pour fabriquer un premier gaz, de l'hydrogène, qui va piéger dans cette fiole-là. Alors il est transparent, mais nous on va vous le montrer, regardez, il est là l'hydrogène. Mais à l'époque, évidemment, on ne le voyait pas, on pouvait juste imaginer qu'il soit prisonnier ici. Et de l'autre côté, il va, avec quelques réactions chimiques de son cru, fabriquer de l'oxygène qui va piéger dans cette fiole, voilà l'oxygène. Et Lavoisier va dire à ce moment-là, avant de faire la réaction, je vais peser les gaz. Donc il va ouvrir le petit robinet ici, le gaz va se déplacer dans le tuyau et aller dans cette grande marmite. Et cette marmite, en fait, regardez, c'est une balance. Une des meilleures balances de l'époque, elle pèse à 0,003%. Donc il pèse son gaz et il fait pareil du côté oxygène. Il envoie l'oxygène dans la marmite et il pèse la quantité d'oxygène. Il ouvre un autre petit robinet, il l'ouvre ici et les deux gaz vont aller dans cette fiole ici à la fin. Et là, il dit, attention, à 3, j'envoie une décharge électrique. 1, 2, 3. Et là, on voit dans la fiole apparaître quelques gouttes d'eau. Et là, on pourrait se dire, c'est de la magie. Il a conçu de l'eau de rien. En fait, il a évidemment fait réagir de l'oxygène et de l'hydrogène pour produire H2O. Mais là où Lavoisier est un formidable scientifique, c'est qu'il va maintenant peser l'eau et comparer et se rendre compte qu'il a exactement la même masse avant et après. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Lavoisier est en train d'inventer le principe de la réaction chimique. Et à partir de là, il va devoir nommer ces nouvelles substances, ces nouveaux atomes. Il va appeler ça de l'hydrogène. Hydrogène génère de l'eau et oxygène parce que ça génère des acides. Et alors je vous propose maintenant d'aller voir dans les coulisses du laboratoire. Venez avec moi. Ici, dans cette vitrine, vous avez tous les petits accessoires qui accompagnaient Lavoisier dans son quotidien. Vous avez bien sûr des lunettes. Vous avez là-bas un masque de protection au cas où ça pète. Et l'objet qui me touche le plus peut-être, c'est cette petite boîte où vous avez tous les échantillons emballés par la main de la femme de Lavoisier. On l'oublie trop souvent dans l'histoire, Marie-Anne Paulzé Lavoisier, qui a aidé Lavoisier dans toutes ses expériences à l'époque. Et alors pour vous montrer ce qui se passait l'hiver dans les laboratoires, venez voir. Là, ce que vous voyez, c'est des chauffe-pieds. On remplissait avec de l'eau chaude ces espèces de bouillottes pour pieds et ça permettait à Lavoisier de travailler l'hiver comme l'été. Et alors, je veux finir en vous montrant l'objet le plus incroyable de cette pièce. Souvent, les gens passent devant sans s'en rendre compte. Venez voir. Voici la grande balance de Lavoisier. On est en 1793, à l'époque de la Révolution française, et les scientifiques de l'époque se disent il faudrait que la science soit universelle, que ça soit la même partout dans le monde. Et une condition pour ça, c'est d'avoir les mêmes outils de mesure et les mêmes unités. Et donc les révolutionnaires décident d'inventer une unité pour la masse. Et c'est cette balance qui va inventer le kilo. Alors cette balance, elle est d'une incroyable précision, c'est la meilleure de l'époque. Vous voyez qu'elle est protégée par une vitrine pour empêcher toutes les perturbations. Lavoisier attend la nuit pour faire ses mesures. Et pour vraiment rien perturber, il utilise des petits oculaires là-haut pour regarder la mesure sans ouvrir la vitrine. Et avec ça, il va mesurer 1 litre d'une eau déminéralisée à 4 degrés précisément. Et il va dire c'est 1 kilo. Et vous voyez, en cette fin du XVIIIe siècle, la science devient universelle, elle devient mondiale, elle devient professionnelle, et elle permet en plus de commencer à voir des choses totalement invisibles. Et donc on a en fait déjà là tous les ingrédients pour construire la physique du XIXe et du XXe siècle. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un bond dans le temps et d'aller 150 ans plus tard pour voir ce que ça devient. Venez voir. Je vous présente le cyclotron de Irène et Frédéric Joliot-Curie. Vous avez là devant vous le premier accélérateur de particules français. Alors cette petite merveille, elle était au sous-sol du Collège de France, pas loin d'ici, dans Paris, et c'est cet objet qui a permis de faire les premières accélérations de particules en France. On est en 1930 et les physiciens commencent à savoir accélérer des particules. En particulier aux États-Unis, un type qui s'appelle Lawrence a inventé un accélérateur de protons.
Et Frédéric et Irène Joliot-Curie, qui viennent de découvrir la radioactivité artificielle en France, ils vont avoir le prix Nobel pour ça, se disent « est-ce qu'on pourrait faire pareil en France ?» Ils appellent Lawrence et non seulement ils leur passent les plans de l'accélérateur de particules, mais ils leur envoient même un ingénieur pour les aider à le fabriquer et le voilà. On appelle ça un cyclotron et on va vous montrer comment ça marche en direct. Marine, elle vous a fabriqué un cyclotron moderne. Donc le principe du cyclotron, c'est que vous avez deux parties comme ça, on appelle ça des dés parce que ça ressemble à un dé majuscule, et puis vous envoyez là-dedans des particules, par exemple des protons, donc ces petites particules électriques. Donc là c'est mon proton, je l'envoie dans le cyclotron, regardez. Et quand il arrive là, vous avez vu ici ce trou, on va mettre une très grosse tension électrique. Donc attention, tension électrique, hop, ça l'accélère. Et puis autour de ça, on va mettre un champ magnétique. Le champ magnétique, c'est l'espèce de gros machin rouge derrière, et ce champ magnétique, il va faire tourner la particule. Regardez bien. Et maintenant, elle arrive à nouveau au-dessus du petit trou. Et là, vous voyez que si vous mettez la tension électrique dans le même sens, elle va repartir comme ça. Donc il faut changer le signe de la tension électrique. Changement. Oh oh oh. Donc maintenant, elle part comme ça. Le champ magnétique la refait tourner. Elle arrive à nouveau au-dessus de l'endroit où il y a la tension électrique. Il faut la changer. Elle réaccélère dans ce sens-là. Ça tourne. Ça accélère, ça tourne. Et vous voyez que ça va faire une orbite de plus en plus grande en accélérant de plus en plus. Ça rechange. Et à la fin, à nouveau, quand la particule va extrêmement vite, elle va tellement vite que, hop, elle sort du cyclotron. Vous avez accéléré une particule. Alors venez voir en vrai. Donc vous voyez, c'était arrivé ici, c'est sorti là, ça a tourné de plus en plus vite, et à la fin, ça sort ici. On voit que ça a été endommagé au fil du temps. Alors à quoi ça servait cette machine? Eh bien ça servait à balancer des protons accélérés dans des atomes. Et en faisant ça, on transmutait la matière. On transformait un atome en un autre atome. Par exemple, un oxygène 18 en fluor 18. Et ça a permis d'étudier plein de nouveaux noyaux, de nouveaux atomes, mais aussi de les utiliser pour d'autres applications, par exemple pour la médecine. Si on envoie du fluor 18 dans votre corps, ça va s'accrocher aux tumeurs cancéreuses et on va pouvoir les repérer ensuite. Et donc vous voyez, avec ces accélérateurs, on est vraiment au cœur de la science contemporaine, de la physique la plus fondamentale. Non seulement on contrôle la matière, mais on est même capable de voir et de manipuler des objets totalement invisibles. Et donc jusqu'à présent, vous voyez, je vous ai présenté une sorte d'histoire de la science un peu parfaite et idéale. Des scientifiques dans des laboratoires qui capturent le réel, qui le contrôlent, qui le dominent, et qui avec ça comprennent les lois de l'univers. Mais maintenant, pour cette deuxième partie de la visite, j'aimerais vous montrer que les choses ne sont pas aussi idéales qu'elles n'y paraissent. Que parfois les histoires ne sont pas vraiment telles qu'on vous les présente. Et on va voir ça dès le prochain instrument. Venez voir. Voici un microscope électronique. Alors l'histoire, telle qu'on me l'avait racontée à moi quand j'étais étudiant en physique quantique, c'était la suivante. On est en 1925 et un Français absolument génial, Louis de Broglie, invente l'idée de la dualité onde-particule. Si vous prenez un électron, c'est à la fois une particule, une petite bille, mais c'est aussi une onde. Et à partir de là, quelques années après, un Allemand, Ernst Ruska, s'inspire de cette idée-là pour fabriquer un nouveau microscope. Il se dit, puisque l'électron c'est une onde, je vais pouvoir le manipuler comme on manipule la lumière qui est elle aussi une onde. Donc je vais pouvoir fabriquer un microscope non plus avec de la lumière, mais avec des électrons. Et il invente le microscope électronique. Et ça, c'était l'histoire officielle. J'ai découvert depuis que ça s'est pas du tout passé comme ça. La vraie histoire, c'est Ernst Ruska qui s'intéresse à l'époque à des tubes cathodiques. C'est un peu les ancêtres de la télévision de nos parents. On envoie des électrons dans un tube et on les détecte sur un écran fluorescent. Et il s'était dit, ça serait marrant que je puisse faire des ombres chinoises avec mon tube. Autrement dit, je mets un objet sur le parcours des électrons et je vois l'ombre portée. Et à partir de là, il s'est dit, tiens, si je déforme un peu le trajet des électrons et que je les fais aller comme ça, eh ben mon image, elle va être agrandie. Et donc, je vais fabriquer une sorte de loupe avec des électrons. Et c'est comme ça qu'il fabrique le premier microscope électronique. Il est assez pourri à l'époque, il grossit de 15 fois. Et c'est seulement à ce moment-là, et pas avant, qu'il entend parler de Louis de Broglie, qu'il entend parler de la physique quantique et qu'il se dit « Ah, mais en fait, je suis en train de faire de la physique quantique sans m'en rendre compte. Les électrons que j'imaginais comme des petites billes, c'est des ondes. Et à partir de là, je vais vraiment fabriquer mon microscope en tenant compte du fait que c'est des ondes. » Et donc, il va fabriquer 7 engins. Alors, comment ça marche, Ici, on a un microscope électronique des années 70, mais c'est à peu près le même principe que dans les années 30. Tout en haut, on va créer des électrons avec un filament chaud. Ensuite, on va les accélérer avec des tensions électriques. Et puis ici, on va les dévier pour leur faire prendre des trajets un peu comme la lumière. On appelle ça d'ailleurs des lentilles électrostatiques. Et puis tout ça, ça va venir éclairer l'échantillon qui se trouve par là. Et puis ça va continuer son trajet en bas et arriver finalement sur un écran fluorescent là, que je peux regarder à travers ces lunettes, comme ça. Et on a donc un microscope avec des électrons. Le gros intérêt par rapport à un microscope optique, c'est qu'on peut grossir 10, 100, 1000, 10 000 fois plus. Alors celui-là, si vous voulez vraiment l'utiliser, coup de chance, j'ai retrouvé le vrai mode d'emploi.
avec une vue en éclaté du microscope, une légende en allemand de comment ça marche, un organigramme pour comment faire la mesure étape après étape. Donc on prenait un porte-échantillon comme ça, on y mettait un petit échantillon, hop, et on allait ouvrir ici et glisser le porte-échantillon dedans. Et puis on refaisait le vide, on irradiait d'électrons, et puis les électrons arrivaient jusqu'ici sur le panneau fluorescent et on pouvait regarder là. Mais surtout, pour garder la trace, on pouvait utiliser ici un appareil photo intégré dans lequel on glissait des négatifs et où on ressortait des clichés. Et pour voir si vous êtes très fort, on vous a préparé un petit quiz. Marine, tu viens m'aider? Alors, premier cliché, regardez. À votre avis, c'est quoi ça? C'est un flocon de neige. Incroyable, non? Allez, image suivante. Ah oui, c'est moi qui récupère. Ça, vous avez une idée? C'est un tardigrade, une espèce de petit insecte qui fait moins d'1 millimètre et qui résiste à absolument tout. Ça vous montre au passage que ce microscope électronique, il était capable de voir des objets inanimés, mais aussi des objets vivants. Image suivante. Vous avez une idée? Je vous aide, c'est sur un animal, ça. C'est un poil de moustache de chat. On dirait une asperge, hein? Allez, suivant. Alors ça, vous l'avez? On dirait une plante un peu. En fait, c'est du velcro. Vous voyez, on voit les accroches du velcro entre cette partie-là et celle-ci. Et enfin, dernière image, la plus belle à mon avis. Ce que vous voyez là, c'est des atomes. On est ici à la surface d'un bout de tungstène et on est capable, avec cet engin, dès les années 1980-90, de voir des atomes individuels à la surface de la matière. Et regardez l'échelle ici, 2 nanomètres, 2 milliardièmes de mètre. Les microscopes électroniques les plus modernes savent mesurer des images au dixième d'atome près. Et donc vous voyez qu'avec le microscope électronique, on n'est plus du tout dans une histoire de scientifiques avec des belles équations qui imaginent le réel. On est dans une histoire d'ingénieurs purs et durs qui fabriquent des tubes cathodiques et qui, avec ça, fabriquent cet instrument qui se sert de physique quantique. Et puis plus fort encore, on voit que cet instrument sort du champ de la physique et va envahir par exemple les laboratoires de biologie, les laboratoires de chimie pour observer le monde réel. Et donc soudain, la physique sort de sa bulle et puis dans l'autre sens, l'ingénierie vient aider la physique. Et on va voir qu'en fait, toute l'histoire du 19e, du 20e et du 21e siècle, c'est ça. C'est une histoire où s'entremêlent l'ingénierie, la technologie et la physique. Et je vous propose maintenant un voyage au cœur de cette histoire. Venez voir. Ça y est, on a quitté la physique et la collection des instruments scientifiques pour arriver vraiment dans le concret. Ici, on est dans la salle des communications. Et je vais vous montrer comment soudain, la physique va aider les humains à communiquer. On est au début du 19e siècle et se pose la question de la communication à distance. Et la raison à ça, c'est que ça y est, les trains apparaissent. Et donc vous imaginez que quand vous avez un train qui traverse un pays, vous avez intérêt à être d'accord sur les heures d'arrivée, les heures de départ, quand est-ce que vous aiguillez et de quel côté, sinon vous avez des accidents terribles. Et donc il faut absolument communiquer rapidement entre les gares. Et c'est là que la physique va intervenir. Il se trouve qu'au même moment, au début du 19e siècle, Ørsted, au Danemark, fait une découverte bouleversante. Il se rend compte que quand on fait passer du courant électrique dans un fil, ça fait tourner une boussole. Autrement dit, l'électricité agit sur le magnétisme. Et elle lui fait même faire des mouvements. Et très vite, des ingénieurs et des physiciens vont se dire, est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour communiquer? Tout l'intérêt, c'est que l'électricité, ça va à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Et voici justement le premier télégraphe électrique digne de ce nom, celui qui va équiper les compagnies de chemin de fer en Angleterre, le télégraphe à aiguille de Watson et Crook. Alors le principe, il est tout bête, c'est de faire tourner une aiguille grâce à de l'électricité. Et on peut la faire tourner à gauche ou à droite, rapidement ou lentement. Et si vous avez le code secret, eh ben vous pouvez déchiffrer. Alors le code, on le voit ici, là, sur le panneau du télégraphe lui-même. Et pour voir si vous-même vous seriez un bon télégraphiste de l'époque, eh ben je vous propose qu'on teste avec vous. Marine, si tu peux venir me filer un coup de main. Pour mieux comprendre, on vous a fabriqué une réplique très exacte du télégraphe. On va vous faire deviner un mot tout de suite, ça va aller très vite, faites attention. Donc vous avez compris, hein, le code, chaque lettre, c'est des barres longues ou bien courtes, et dans ce sens ou dans celui-ci. Donc regardez bien la flèche, accrochez-vous. Première lettre, attention, c'est parti. Long, stop. Facile hein, comme première lettre, vous l'avez? Regardez. Ok, deuxième lettre, attention, c'est parti. Long, 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 stop. Troisième lettre, court, long, stop.
Quatrième lettre, court, long, long. Et dernière lettre, long, long, court. Alors si vous étiez là en direct, vous auriez le petit livret que Marine a préparé spécialement pour vous, avec des endroits à gratter pour retrouver les lettres, et vous découvririez ça. M, O, R, S, E. Morse, alors que c'est absolument pas du code Morse. En fait, le code Morse, il va arriver juste après. La raison à ça, c'est que ce code-là, c'était une galère. C'était une galère parce que si vous ratiez un symbole, eh ben c'était fichu. Il n'y avait aucune manière de se relire. Avec le code Morse, c'est pas la même histoire, venez voir. Voilà le télégraphe électrique Morse. Hein, vous le reconnaissez, c'est comme dans les films, vous faites ta, 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 ta. Le principe scientifique, c'est toujours le même. On va jouer sur un courant électrique qui va aller dans une bobine ici, et qui va faire un peu comme avec l'expérience d'origine de Ørsted et de Ampère, qui va taper avec un marteau en faisant un mouvement. Mais ce marteau maintenant, il va taper sur un ruban papier. Regardez, on voit encore là la trace d'un des rubans d'époque, c'est très émouvant, vous le voyez ici. En tapotant sur ce ruban court, long, long, court, on gardait la trace du message. Et à l'époque, les télégraphistes arrivaient en gros à faire des messages à la même vitesse que vous quand vous tapez un SMS. Les choses n'ont pas changé tant que ça. Et donc vous voyez, avec tout ça naissent les télécommunications modernes qui vont bouleverser le monde. Et on a ici clairement un échange entre ingénieurs et physiciens, parfois c'est même les mêmes personnes. Ampère, par exemple, en France, va mettre en place toutes les bases fondamentales de l'électromagnétisme et de l'électricité, et en même temps va inventer des tas de trucs. Une page sur deux sur son carnet personnel, c'est une invention avec des bobines de machines incroyables, et l'autre page, c'est des calculs très fondamentaux. Et ce qu'on voit là, dans le champ des communications, on va le voir à tous les étages de la société. Venez voir. C'était elles, les télévisions dont je vous parlais. Tube cathodique qui envoie des électrons sur une surface. C'est exactement le même principe que le microscope électronique, et c'est même mieux. Ernst Ruska, qui a inventé le microscope électronique, il a ensuite quitté son laboratoire pour aller travailler dans une industrie justement de télévision en Allemagne. Regardez cet objet incroyable, c'est la machine de James Watt. On a là, ici, presque la naissance de la révolution industrielle. On est au début du XVIIIe siècle et il y a un problème tout bête qui n'est pas du tout scientifique, qui est très matériel, c'est les inondations dans les mines de charbon. À chaque fois qu'on essaie d'extraire du charbon, en Angleterre en particulier, ça s'inonde. Et quelques ingénieurs à l'époque se disent, on va fabriquer une machine qui utilise le charbon pour pomper l'eau. On va chauffer le charbon, ça va faire bouger un piston et ça va aspirer l'eau exactement comme la machine de la Bénolé, mais sans homme. Et le premier à faire ça, il s'appelle Newcomen et c'est un bide complet. L'efficacité de la machine, c'est 1%, c'est minable. Mais comprenant l'enjeu industriel pour l'Angleterre en particulier, d'autres ingénieurs vont se mettre sur le coup, et en particulier James Watt. Et Watt va fabriquer cette machine-là, c'est presque la machine de départ de Newcomen, mais il va rajouter une ou deux astuces technologiques, et en faisant ça, soudain, ça va devenir efficace. Et là, ça va tout déclencher par une espèce de jeu de rétroaction. Écoutez bien, on pompe plus efficacement les mines, donc on extrait plus de charbon, donc maintenant ce charbon, il faut l'emmener ailleurs. Donc on fabrique des wagons et des rails, donc on fabrique des chemins de fer, et donc maintenant qu'on emmène du charbon aux quatre coins de l'Angleterre, on va devoir l'utiliser dans des industries, transformant le travail humain en travail mécanique. Pour le textile, pour la sidérurgie par exemple. Et ça va produire de l'acier, qui va permettre de faire des machines plus puissantes, et on va alors avoir besoin de plus de charbon, etc., etc. Donc il va y avoir une explosion de l'industrie et de la technologie. Et là, les physiciens sont complètement à la bourre, ils n'ont rien vu passer. Et c'est à ce moment-là qu'un jeune Français, Sadi Carnot, s'empare du problème et se dit « Mais cette machine-là, du point de vue de la physique, qu'est-ce que c'est ?» Ben, c'est une sorte de moteur, avec un endroit chaud, un endroit froid, et puis qui produit du travail. Et il met ça en équation, et il se rend compte de choses incroyables. Il se rend compte par exemple que le débit, la qualité de cette machine-là, dépend uniquement de la température chaude et froide, pas du tout du combustible. Il vient d'inventer la thermodynamique. Alors pas de chance, il va mourir juste après du choléra, et il va falloir attendre quelques années pour redécouvrir son œuvre, et se rendre compte qu'avec cette thermodynamique, on est capable d'améliorer ces machines. Et donc ça y est, les physiciens se mettent dans la boucle et aident les ingénieurs à améliorer leur moteur. Et peu de temps après, on va inventer des nouveaux moteurs, par exemple le moteur Lenoir qui est à l'autre bout de la pièce, qui utilise toutes les astuces de l'ingénierie et de la thermodynamique pour devenir vraiment efficace. Et donc vous voyez, il y a une sorte d'interaction qui s'amplifie entre les scientifiques et les ingénieurs. Et alors pour mieux vous montrer ça, on a inventé la roue du progrès. Marine, tu peux venir me filer un coup de main ? Donc voilà la roue du progrès. On va récapituler un petit peu tout ce que Julien vient de dire. Pour commencer, les ingénieurs avec la machine de Watt, qui permettent au physicien Sadi Carnot d'inventer la thermodynamique, et ensuite qui repermettent aux ingénieurs d'inventer des nouveaux moteurs avec la machine Lenoir. Et alors on va continuer cette histoire-là, vous allez voir, avec l'écran suivant. Suivez-nous.
Le voilà, le moteur, le noir. Impressionnant, non? Mais c'est pas ça que je veux vous montrer pour finir, venez voir. Je vous présente ma vitrine préférée du musée. Elle paye pas de mine à côté de tous les incroyables instruments que vous avez vus. Voici l'armoire des ampoules électriques. On a vu la révolution industrielle avec les transports, le chemin de fer, avec les communications, le télégraphe, avec les moteurs, avec la sidérurgie, avec le textile. Mais la physique et la technologie vont aussi se réunir pour aller chez les gens, leur installer une nouvelle façon de s'éclairer. On va abandonner les ampoules à huile qui mettent de la suie partout chez les gens et puis qui créent des incendies partout pour aller vers les ampoules électriques. Le principe physique, il est tout bête. On se rend compte que quand on fait passer un courant électrique très intense dans un fil métallique, ça le chauffe au point qu'il fasse de la lumière. Alors les premières ampoules ne marchent pas du tout. Il va falloir attendre le milieu fin du 19e siècle pour qu'on pense à utiliser notamment du carbone dans des ampoules dans lesquelles on va faire le vide, à nouveau la pompe de la Bénollet, pour que ça brûle longtemps, plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures. Regardez ici la première ampoule commerciale digne de ce nom, construite par Edison et Swan, fin du 19e siècle. Et juste après, on va remplacer ici l'arc en carbone par du tungstène. Et c'est cette énorme ampoule que vous voyez là, une ampoule de tungstène, qui vont ensuite envahir les maisons pendant tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle. Et alors là, on pourrait se dire que l'histoire est finie. En fait, elle ne fait que commencer. Parce que les physiciens vont s'intéresser à ces ampoules et à la façon dont elles éclairent. Ils vont faire des spectres, ils vont analyser les fréquences, les longueurs d'onde, et ils vont se rendre compte qu'ils n'y comprennent rien. On est à la fin du XIXe siècle, c'est un des grands mystères, et celui qui va résoudre ce mystère s'appelle Max Planck. En 1900, il propose un nouveau modèle pour expliquer le rayonnement des ampoules électriques, le modèle du rayonnement du corps noir. Et dans ce modèle, il dit que l'énergie des ampoules doit cracher des petits paquets. Il vient d'inventer la physique quantique. Et donc vous voyez cette roue du progrès qui s'alimente elle-même. Marine, si on peut continuer la roue du progrès. Le retour. On récapitule de nouveau les ingénieurs avec Edison et l'éclairage à la maison. Ensuite, le physicien Planck qui découvre et nomme la physique quantique. Et enfin, on peut se demander, mais qu'est-ce qui va se passer après? Et on peut se demander ce qui va se passer après et quel va être le futur, parce que vous voyez que dans cette roue, on voit qu'à chaque fois, une invention alimente un concept de physique qui alimente une invention. Et donc, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'alimente et qui va augmenter, augmenter, augmenter. Oh oh oh! Et cette roue du progrès, vous voyez qu'elle va aller de plus en plus vite, elle va s'auto-alimenter par rétroaction, et c'est ça qui va faire tous les progrès qu'on a connus. Notre espérance de vie qui est passée de 30 ans en France à 70-75 ans aujourd'hui. Mais en même temps, évidemment, ça va provoquer tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. L'épuisement des ressources, les problèmes de biodiversité, évidemment les problèmes d'environnement et d'empreinte carbone. Et cette roue-là, elle est très difficile à freiner parce que vous voyez qu'elle s'alimente elle-même en quelque sorte. Et la visite d'un musée comme celui-ci, c'est évidemment une occasion de s'émerveiller des progrès qu'on a pu faire ces 200-300 dernières années, mais c'est aussi un moment pour prendre du recul sur qui nous sommes, sur les progrès qu'on a accomplis et sur comment peut-être se projeter dans l'avenir. Et cette vitrine, c'est pour moi la vitrine la plus importante du musée pour deux raisons. D'abord, derrière elle se cache la naissance de la physique quantique et moi-même, j'ai pendant 20 ans fait de la physique quantique en laboratoire et c'est mon domaine préféré. Et puis elle me touche pour une deuxième raison, c'est quand j'étais tout petit, il y a une cinquantaine d'années, tous les samedis après-midi, j'allais à quelques kilomètres d'ici dans le magasin de mon papa qui était un vendeur de lampes. Et moi, je passais l'après-midi à jouer avec les ampoules et à jouer à la marchande avec des lampes. Et je pense pas qu'à l'époque, je pouvais imaginer que 50 ans plus tard, je serais dans un des plus beaux musées du monde, devant les plus belles ampoules de l'histoire de l'humanité, à vous parler aujourd'hui. Merci Marine. Merci. Merci tout le monde. Et venez voir le musée, il est incroyable. Bonne journée.